Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler des Facebook Files. Est-ce que Facebook est un danger pour la démocratie? Beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bien sûr, il y aura d'autres sujets tech ce matin dans cette revue de presse. Nous sommes le lundi 4 octobre 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, reposé, dispo, prêt à attaquer une nouvelle semaine. Tout le monde va bien. J'ai fait un refresh de la catégorie, oui, j'avais laissé Humankind. C'est bon, nous sommes bien en discussion et c'est pas une partie improvisée à 8 heures du matin de Humankind. C'est pas l'envie qui m'en manque, mais l'actualité avant tout. Et justement, de quoi on va parler ce matin? On va regarder ça ensemble. On va parler des Facebook Files. La lanceur d'alerte France Hogan a révélé son identité sur CBS. Truc assez important. Ça s'est passé dans l'émission 60 minutes sur CBS ce dimanche. Et on va en parler justement. Toute la question, c'est est-ce que Facebook est un danger pour la démocratie? Nous parlerons également, j'allais dire en parlant de danger pour la démocratie, mais l'affaire est assez liée. Donald Trump demande à la justice de forcer Twitter à débloquer son compte. On parlera également d'Apple qui, selon les rumeurs, cancel le plan pour sortir des écrans OLED sur les iPads. Ça serait une sortie beaucoup plus sage cette année. C'est des rumeurs, mais on les commentera comme on sait le faire. On parlera également de l'iPhone 13 parce que c'est une question qui m'est souvent revenue. L'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro, est-ce qu'ils peuvent servir en astrophotographie? Eh bien oui, et on verra les résultats ensemble. On parlera également de Squid Game. Alors je ne sais pas si vous avez regardé cette série sur Netflix. On ne parlera pas forcément de la série parce que ça c'est plutôt le territoire de Marion, mais on parlera de Netflix qui est attaqué en justice par un fournisseur un fournisseur d'accès à Internet coréen. Et justement, on parlera de tout le business de la bande passante, le business que vous oubliez toujours. Le vrai coût d'Internet. Pourquoi Internet coûte cher à faire et à diffuser, c'est la bande passante. Nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor, Mon Petit Placement. Et nous terminerons par une tartine. On va dire si on a le temps, parce que c'est quand même copieux ce matin, le petit-déj qu'on a à prendre. Mais on parlera du métavers. Trop beau pour être vrai. Certains, dont Mark Zuckerberg, se targuent d'être les prochaines entreprises du métavers. Et justement, qu'est-ce que c'est que le métavers? Ce n'est pas s'habiller avec des pulls verts. C'est autre chose. Et on en parlera justement en fin d'émission. Voilà pour le programme. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le Kawa. Et on va commencer effectivement par une affaire assez intéressante, révélatrice, qu'on attendait, les Facebook Files. On en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mais là, le 2 octobre, qui a été mis en ligne le 4 octobre, pardon, sur CBS, on connaît maintenant l'identité de la lanceuse d'alerte. France Hogan, je vous montre sa photo. Voilà, c'est elle, France Hogan. Et alors, qui est française? France, selon les prononciations. Qui est-elle? Alors, en fait, c'est une data scientist de... Oui, c'est une data scientifique de 37 ans, originaire de l'Iowa, diplômée d'Harvard et qui a travaillé dans plusieurs entreprises technologiques, Google, Pinterest, etc., avant de rejoindre Facebook en 2019. France a été recrutée au département Civic Integrity, l'intégrité civique de Facebook, un service censé prévenir les risques de désinformation avant les élections de 2020 aux États-Unis. L'entreprise de Mark Zuckerberg a supprimé le service juste après l'élection présidentielle, considérant qu'il n'avait plus lieu d'être.
française comme les autres membres de l'équipe ont été disséminés dans d'autres départements de Facebook. Elle a quitté Facebook en mai 2021. Et donc, elle a accordé une interview au journaliste star Scott Pelley qui a été diffusée dimanche 3 octobre sur CBS à 19h30. Et elle révèle donc elle a révélé cette identité lors de cette interview. De quoi elle parle dans cette interview et pourquoi c'est important? Français, oui, française. Française, d'accord, oui, je pense aussi. On va dire française. On s'en fout. Elle parle du manque de transparence de Facebook et du fait que Facebook sait beaucoup de choses sur les effets qu'il provoque, mais ne fait pas grand-chose pour les arranger. Elle dit que Facebook est tout à fait au courant de la multiplication des discours haineux, de la polarisation des débats politiques, notamment aux États-Unis, de l'incidence sur la santé mentale. Il y a plus de 10 000 pages d'enquête interne que l'ancienne salariée a scrupuleusement regroupées et qui le prouvent. Et pourtant, Facebook ment sciemment à ses aux investigations qui ont lieu actuellement, ment également à ses utilisateurs et ment aux législateurs. Ils ne font rien de significatif pour régler les problèmes, d'après elle. Son but, toujours d'après elle, n'est pas de blesser Facebook, mais de faire radicalement changer l'entreprise. Pour elle, la firme de Mark Zuckerberg devrait se déclarer en faillite morale, c'est-à-dire reconnaître qu'elle a échoué et repartir à zéro, reconnaître que les gens ne veulent plus travailler ici et réorganiser l'entreprise. Car sinon, les problèmes vont continuer et s'aggraver, d'après elle. La première chose importante à retenir dans ce qu'elle révèle, et c'est ce qui fait en ce moment beaucoup d'articles autour de ça, et en ça, elle dit que Facebook est une trahison envers la démocratie. Avant les élections, certains paramètres ont été activés sur Facebook pour réduire la diffusion de la désinformation et de la haine en ligne. Mais ces paramètres ont été désactivés juste après l'élection américaine. Et même chez Facebook, ils ont fait des liens entre l'insurrection qui a eu lieu au Capitole le 6 janvier 2021, souvenez-vous de cette insurrection, et que, d'après même les gens de Facebook, les salariés mettent en lien les non-mesures prises par la plateforme Facebook et l'insurrection du Capitole. C'est-à-dire que Facebook aurait contribué activement par son absence, justement en ayant enlevé les filtres qu'elle avait mis contre la désinformation pendant les élections et avant les élections, en les enlevant tout de suite après l'élection, aurait contribué à ce qui s'est passé le 6 janvier 2021. Vous vous souvenez de ces images assez surréalistes qu'on a eues. Également, elle reproche à Facebook d'une manière générale de choisir son profit plutôt que l'intérêt public. L'entreprise aurait sciemment choisi de ne rien faire de significatif pour limiter la haine, la désinformation et la polarisation politique sur son réseau social dans le but de préserver ses revenus publicitaires. Facebook a réalisé que s'il changeait l'algorithme pour qu'il y ait moins de haine, moins de désinformation et moins de polarisation politique, ils allaient perdre du revenu. Les gens resteraient moins sur la plateforme et cliqueraient sur moins de publicité et Facebook perdrait du profit. Là, on touche au fond du problème, et on va en reparler un petit peu, c'est que la haine, la désinformation et la polarisation rapportent beaucoup plus de vues et d'attention parce que l'être humain aime ça, et ça, l'être humain, c'est vous. On est beaucoup plus attiré par des discours de haine, de polarisation, d'indignation. Ça nous satisfait quelque part, au fond de nous. On aime ça et ça nous scotche à la plateforme. On adore lire des choses bien polémiques qui vont dans le sens de ce qu'on croit ou des rumeurs ou de la désinformation. Je dis pas vous en vous pointant l'un et l'autre, parce que tout le monde va me dire « moi je suis pas comme ça ».
on va parler de l'être humain en général, et les chiffres sont là pour le prouver. Donc vous pourrez tous démentir dans le chat. Néanmoins, c'est une tendance générale. On est plus attiré par ce qui nous indigne, nous révolte, nous choque, et ce qui est croustillant que la vérité. La vérité est peu appétissante, la vérité est un petit peu fade. Et donc, elle, ce qu'elle reproche, c'est que Facebook aurait favorisé son profit pas, tout en ayant connaissance de ces phénomènes-là. Certains vont dire, et c'est de la réelle politique, ouais, bah, Facebook est une entreprise, donc qu'ils favorisent leur profit, c'est normal. C'est un peu plus touchy que ça, quand même. La lanceuse d'alerte, justement, avance que les annonceurs, c'est ceux qui achètent de l'espace publicitaire sur Facebook, savent qu'il est nécessaire, et alors, les annonceurs, dont les partis politiques, puisque les partis politiques ont acheté beaucoup d'espace sur Facebook avant et pendant les élections, et même après. Et justement, ces annonceurs comprennent très bien comment fonctionne l'être humain, et ils savent qu'il est nécessaire de produire du contenu haineux pour exister sur la plateforme et d'attirer plus d'engagement. Elle dit en parallèle qu'elle a beaucoup d'empathie pour Mark Zuckerberg. Elle pense qu'il n'a jamais souhaité créer avec Facebook une plateforme qui diffuse autant la haine, mais elle le juge quand même coupable d'avoir autorisé certains choix et des effets collatéraux sur la diffusion plus importante de discours polarisants et haineux qui rapportent plus de clics. Voilà. Je m'offusque que c'est faux. Là où elle dit également que c'est très grave, elle reproche à Facebook de cacher la vérité. Elle dit que Facebook est tout à fait au courant que ces réseaux, et je parle du Facebook Group, que ces réseaux et notamment Instagram, est pire pour la santé mentale que tous les autres réseaux sociaux. Des documents internes chez Facebook font état d'un niveau de connaissance très précis des dirigeants de Facebook quant aux effets néfastes de l'application sur la santé mentale des plus jeunes et notamment des adolescentes. Et quelques jours plus tard, on en a parlé la semaine dernière, Facebook a annoncé qu'il suspendait d'ailleurs son programme d'Instagram pour les moins de 13 ans. Ils savent en interne que 32% des adolescentes déclarent que leurs complexes sont amplifiés par la plateforme Instagram. Et ce qui est terrible, d'après elle, c'est que cette étude montre également que plus ces jeunes filles étaient déprimées, plus elles consultaient Instagram. Et l'étude montre pas seulement qu'Instagram est mauvais pour la santé mentale des adolescents, elle montre que le réseau social est significativement pire que les autres réseaux sociaux pour la santé mentale des adolescentes. Tout ça vient de quoi ? Ça vient d'un changement de l'algorithme de Facebook qui a eu lieu en 2018. Et de Facebook, et on va élargir un peu le débat, changement de l'algorithme qu'on connaît aussi bien sur YouTube. Et justement, on va en parler. Ces changements algorithmiques ont été opérés sur la plateforme en 2018 et ils ont transformé la manière dont les contenus sont proposés aux utilisateurs, vous. À partir de 2018, c'est l'engagement des utilisateurs qui fait foi. Plus un contenu provoque de l'engagement, plus il apparaît dans le fil d'actualité des utilisateurs. Or, pour créer de l'engagement, il faut jouer sur les émotions des utilisateurs, mais pas n'importe lesquelles. Dans les propres recherches internes de Facebook, il est montré qu'il est plus facile de susciter la colère des utilisateurs que d'autres émotions. Retenez bien ça parce que ça permet de décrypter énormément de choses dans ce qui nous arrive en ce moment avec Internet en général et les réseaux sociaux en particulier, YouTube, Facebook, Twitter, etc. La colère, l'indignation est un sentiment très facile à provoquer chez vous. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc., n'en ont plus rien à foutre de vos abonnements et de vos centres d'intérêt. Ça n'a plus aucune importance. Vous pouvez mettre que vous êtes plutôt de droite, plutôt de gauche, plutôt comme ci, plutôt comme ça, vous aimez tel livre, vous aimez telle chose, vous aimez manger ça. Ils en ont plus rien à foutre. La seule chose qui importe, c'est sur quoi vous avez cliqué. Donc, si vous avez cliqué par curiosité, que même vous vous dites «
Oh, ma curiosité malsaine, mais je vais quand même aller voir ce que c'est. Vous dites, je prends ça avec du recul. Oui, je suis pas un merdologue, mais je vais quand même aller voir la merde juste pour voir ce qu'il y a derrière. Bah, vous faites une grave erreur. Parce que l'algorithme, lui, il dit, OK, il a cliqué sur cette merde, je vais lui refouler encore, vais lui refiler encore plus de merde. Et vous avez regardé ce truc merdique. Et ça vous met en colère. Vous êtes là, mais c'est scandaleux ce contenu, je vais le dire. Thumbs down, réaction, enfoiré, qu'est-ce que t'as écrit? Mais c'est pas vrai, machin et tout. Vous dites, je crée, j'exprime mon indignation, l'algorithme va en prendre compte. Que nenni! L'algorithme fait, non seulement il a cliqué sur du contenu de merde, mais en plus il a pataugé dedans, il adore ça. Et donc elle va vous en remettre une couche derrière. Et vous allez là, oh mais c'est encore pire que ce que j'ai regardé la dernière fois. Oh ben je vais le dire, je vais réagir. Et boum, 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 boum. Il a été montré qu'en s'inscrivant aujourd'hui sur Facebook et en suivant les consignes et même en étant sage, mais en cliquant sur les premiers articles qui vous sont proposés, ça vous amène au bout d'un mois à vous retrouver avec les articles de QAnon. Vous connaissez QAnon, enfin voilà, de la désinformation en masse, de l'indignation, du discours de haine, c'est le truc qui fait le plus cliquer. Alors, ils n'ont rien inventé, tu as tout à fait raison, Technisavoir. L'être humain n'a pas changé avec les réseaux sociaux. On a toujours été séduit par notre aspect sombre, notre aspect voyeuriste, notre aspect masochiste, regarder la haine, regarder l'humiliation, c'est quelque chose qui nous titille quelque part, et c'est plus facile de cliquer sur ce type de contenu que sur un contenu qui nous paraît plus soporifique, moins excitant, plus consensuel, plus vers la vérité. Ça date pas d'hier. Facebook n'a rien inventé. Ce qu'ont inventé les réseaux sociaux et Facebook, YouTube, etc., c'est par contre des algorithmes qui permettent d'augmenter ce phénomène, de l'amplifier et surtout de le créer à très grande échelle. Quelles sont tes sources pour YouTube? Moi, j'ai toujours des recommandations de mes abonnements et pour info, il y a un onglet abonnement. Oui, alors, je sais, j'utilise YouTube et Vibarel. Est-ce que tu as remarqué, mais peut-être que non, hein, peut-être que tu es quelqu'un qui ne clique que sur les recommandations de tes abonnements. Et auquel cas, effectivement, l'algorithme va se dire « Ah, il s'intéresse aux publications de ses abonnements ». Mais si jamais tu te mets à cliquer dans la colonne de droite, ou selon les plateformes, ça apparaît ailleurs, la page de recommandation. Je ne parle pas des tendances, hein. Je parle de ce que te recommande. De temps en temps, YouTube va t'envoyer des petites vidéos auxquelles tu n'es pas abonné. Des gens auxquels tu n'es pas abonné, tu vas te mettre à cliquer dessus. Si tu te mets à beaucoup cliquer dessus, l'algo va dire, en fait, il s'est abonné à des chaînes, mais ces chaînes-là l'intéressent moins que les vidéos que je lui recommande, que je lui pousse, puisqu'il a plus cliqué sur des vidéos auxquelles il n'est pas abonné, que sur les vidéos auxquelles il est abonné. Donc, je vais le nourrir de ça. Les abonnements, plus rien à foutre. Si je veux le faire rester sur ma plateforme le plus longtemps possible, il faut que je lui donne ce qu'il a envie de manger. Voilà. Alors, par contre, si vous voulez avoir un réflexe sain et commencer à lutter contre l'algorithme, et je terminerai l'article là-dessus, parce que quelque part, vous êtes... Bien sûr que Facebook est coupable, et je pense que Facebook est un danger pour la démocratie, YouTube est un danger pour la démocratie. Le gros problème des réseaux sociaux, c'est la polarisation de vos idées. C'est-à-dire que ça va vous enfermer dans des bulles de ce que vous allez croire être la vérité. Vous allez être complètement blindé contre toute autre vérité extérieure, tout discours contradictoire. Vous allez nourrir vos idées avec des gens qui sont d'accord avec vous. Votre cerveau va s'atrophier, il va rester dans sa bulle, et ça, c'est très dangereux pour la démocratie. Parce que ça crée des clivages de plus en plus profonds entre les gens et des affrontements de plus en plus violents entre les gens. Il n'y a plus de discours possible avec quelqu'un qui est à 100% sûr d'être dans la vérité. Il n'y a plus de débat possible. Si vos chakras ne sont pas un minimum ouverts au débat de l'autre, il n'y a plus de débat.
Il n'y a plus que des confrontations. Et il ne peut pas y avoir de démocratie s'il n'y a pas de débat. Voilà le fond du truc. Donc si vous aussi, cette situation ne vous va pas, je vous le dis depuis quelques mois, de manière soft, mais on va le dire de plus en plus brutalement, combattez l'algorithme. L'algorithme changera si vous changez aussi. L'algorithme a été conçu pour vous nourrir de ce que vous aimez manger. Et vous aimez manger, je parle à tout le monde, je ne parle pas à toi, mais je parle à tout le monde. Donc informez même vos amis, portez ce message. Arrêtez de bouffer du fast-food tous les jours, du fast-food de l'information. Cliquez sur des liens plus difficiles, allez voir vos abonnements, allez sur l'onglet abonnement, refusez la page de recommandation, refusez le clic facile. Cliquez sur ce que vous cherchez, cliquez sur peut-être pas ce que vous avez envie de voir immédiatement parce que vous avez une dure journée de boulot et voulez vous vider la tête. Essayez de cliquer sur ce que vous avez vraiment envie de regarder, ça demande des efforts. Mais je vous garantis que l'algorithme changera si vous changez vos habitudes de clic. L'algorithme n'est conçu que pour que vous restiez plus longtemps sur les réseaux sociaux. Restez plus longtemps en regardant des choses qui vous plaisent vraiment, qui vous font avancer, qui vous nourrissent. Et il y a plein de contenus hyper enrichissants sur les réseaux sociaux. C'est pas les réseaux sociaux le problème. C'est le contenu qui est mis en avant sur les réseaux sociaux. Twitter n'est pas un vecteur de haine. Twitter met en avant la haine parce qu'on clique sur la haine. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans la dynamique. Et le changement commencera par vous, vraiment. Vous pouvez vous révolter, vous indigner tant que vous voulez contre les réseaux sociaux. Ils ne bougeront pas vraiment tant que vous ne bougerez pas vraiment. Les réseaux sociaux sont là pour vous servir et pas pour vous asservir. Mais le problème, c'est que notre cerveau va à la facilité. Et on va à la facilité. Et je suis coupable aussi. Moi aussi, après une dure journée de boulot, j'ai envie de me vider la tête et de regarder un contenu un peu con-con. Et du contenu con-con, je vais vite regarder un truc en me disant « Putain, il est gonflé d'avoir écrit ça. Oh, j'ai bien envie de m'indigner un petit peu. Tiens, ça va me faire sortir le stress, là. Allez, je vais aller m'indigner sur un truc. » Moi aussi, j'ai cliqué sur ces contenus de merde. Et moi aussi, je me suis retrouvé dans des tunnels de l'algorithme qui nous mènent pas vers un monde meilleur. Ça, c'est clair. Le discours Nowtech est-il toxique ? À toi de juger. C'est vraiment important. À toi de juger. Et fuyez ces discours toxiques, mais extrêmement séduisants, qui traînent de partout sur Internet. Fuyez tous ces articles. Parfois, c'est innocent, hein. Je le donne souvent en exemple. C'est regardez comme les starlettes des années 80 ont vieilli. C'est le début de la fin si vous cliquez sur ce genre d'article. C'est le début de l'algorithme qui va vous servir des monceaux de merde et vous allez croire qu'Internet, c'est ça, en fait. Et on est en train de déboulonner une invention merveilleuse de l'humanité qui nous permet d'avoir un niveau d'information comme on n'en a jamais eu dans l'histoire du monde. On est en train d'en faire un sac de merde. Voilà. Et ne croyez pas que ça n'est pas entre vos mains. Ça, c'est vachement important. Je lis un petit peu vos commentaires rapidement. On va peut-être pas passer toute la matinée là-dessus, mais c'est très important ce qui se passe. Se désabonner des comptes qui vous semblent toxiques, tout à fait. Arrêtez, je le redis parce qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris, de mettre un pouce rouge, un thumbs down, et de mettre un commentaire indigné. Vous servez le mec qui a fait de la merde. Vous lui rendez service. Vous avez créé un engagement. Si vous n'aimez pas nos vidéos sur Nowtech, je vous le dis, si vous n'aimez pas nos vidéos, si vous n'aimez pas nos lives, la meilleure manière de nous punir, et éventuellement de nous faire disparaître, c'est de ne plus nous regarder, de même pas réagir, pas de commentaires négatifs, pas de thumbs down, rien. Vous nous cancellez. Voilà, on retombe dans la cancel culture, mais là, pour le coup, ça a du bon dans les réseaux sociaux. Vous faites comme si on n'existait pas. L'indifférence est la pire punition que vous pouvez infliger à un contenu qui vous semble pas bon et que vous voulez voir disparaître. Si vous commencez à vous révolter contre du contenu en criant partout sur les réseaux sociaux « Il faut qu'un tel disparaisse, c'est nul ce qu'il fait », vous lui rendez service. Vraiment,
Comprenez bien ça. Comprenez bien ça. Après, Internet a été pourri par les boîtes qui l'ont colonisé. Comprenez votre rôle là-dedans. C'est trop facile de dire, il y a les méchantes boîtes et moi je suis victime. Je dis pas que vous êtes coupable. Je dis que c'est un système. C'est un système et vous êtes un des rouages de ce système. Votre clic n'est pas innocent. Votre clic, c'est comme un vote. Quel que soit le clic, vous donnez votre approbation. Même si c'est pour faire un clic négatif ou pour critiquer un contenu, vous donnez votre approbation à ce contenu. Et en ça, vous êtes acteur du système. Cliquer sur du contenu, ça ne m'intéresse pas, ça aide ou pas? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est un bon moyen. Mais vraiment, hein, faites l'effort, moi, que je fais depuis plusieurs mois. Je ne clique plus sur les vidéos que YouTube me recommande. Je ne clique plus sur les articles qu'on me recommande. Twitter, j'ai désactivé le truc intelligent. Je regarde chronologiquement Twitter. Je lutte contre l'algorithme. Je veux casser l'algorithme aujourd'hui qui est devenu trop un fast-food de contenu, en fait. Pourquoi tu luttes? Parce que je ne veux pas perdre les bonnes choses d'Internet. C'est trop facile de dire Internet c'est de la merde, passons à autre chose. On va recréer le problème. Internet est un endroit incroyable. J'estime être un être humain plus éclairé, plus cultivé, plus débrouillard depuis qu'Internet existe. Ça m'a permis de découvrir des trucs incroyables, Internet. Je ne veux pas perdre ça à cause des phénomènes qui arrivent en ce moment. C'est pour ça que je lutte. Et vous êtes des gouttes d'eau dans un océan, mais un océan, c'est fait de gouttes d'eau. Hein. Alors, créons ensemble la petite vaguelette, puis on verra bien ce qui se passe. Croyez pas que les changements ont toujours lieu quand la masse change. C'est parfois aussi parce qu'un certain nombre de gens changent, que les choses changent. Voilà en tout cas pour l'article du jour. C'est très important ce qui va se passer. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Ça me permet d'exprimer effectivement des choses que je pense personnellement. Vous avez le droit de ne pas être d'accord aussi avec ce que je dis. Si vous voulez, dites-le moi, que je dis que des conneries. Vous allez nourrir l'algorithme et ça me fait plaisir. Non, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'exprimer votre désapprobation. Mais c'est pas la peine de gueuler votre indignation. Ça, vous faites que nourrir l'algorithme. Allez, on continue. Ne croyez pas que les choses sont inévitables. Ça, vraiment. Moi, je ne le crois pas et je ne le croirai jamais. Deuxième article, qui est un peu le pendant de ça, un peu découlé, c'est un peu dans la même tendance, c'est effectivement Donald Trump qui demande à la justice de forcer Twitter à débloquer son compte. Ça a fait couler beaucoup d'encre également quand Donald Trump a été bloqué sur Twitter, Facebook et d'autres réseaux sociaux, a été interdit. Effectivement, les défenseurs de la liberté d'expression, dont j'essaye de faire partie, on était pris entre deux feux. D'un côté, on a bien vu ce que Donald Trump faisait des réseaux sociaux. Lui est quelqu'un qui a très bien, pour un mec qui au début, utilisait très mal Internet. C'est un mec qui faisait imprimer ses mails sur une imprimante papier parce qu'il n'arrivait pas à lire sur un écran. C'est quelqu'un, par contre, qui a très bien compris le pouvoir de l'indignation. Et il a très bien compris les réseaux sociaux, et notamment Twitter. Il s'en est servi énormément, comme aucun élu démocratique ne s'en était servi avant, pour renforcer un discours polarisant. Et finalement, ça lui a permis de faire une chose assez unique dans l'histoire de la démocratie, mais très dangereux pour la démocratie. Ça lui a permis de faire, et je sais, je vais en choquer certains, mais c'est mon analyse du phénomène Trump. Trump est probablement le président au monde qui a le mieux respecté ce qu'il avait dit qu'il allait faire. C'est-à-dire que pendant l'élection américaine, il a dit « je vais faire un certain nombre de choses ». Et il a été plutôt scrupuleux
pendant son mandat à faire ce qu'il avait dit de faire. Et pourquoi je dis que c'est dangereux ? Parce que le système démocratique qu'on a actuellement fait que vous êtes élu avec un certain nombre de promesses, vous êtes élu par un camp qui va voter pour vous. Mais une fois que vous devenez président d'un peuple, vous devez être le président de l'ensemble de ce peuple. Donc écoutez et tenir compte des gens qui ne sont pas d'accord avec votre programme. Et une vraie élection démocratique, ça se gagne avec une poignée en pourcentage. On n'est pas dans certains pays où les présidents sont élus à 95% des voix. Donc, généralement, on est assez proche du 50-50. Donc, vous êtes élu avec un camp, un programme qui va adhérer, un camp qui va adhérer à votre programme. Et ensuite, ce programme, vous devez l'appliquer, mais en tenant compte de tous les gens qui ne sont pas d'accord avec votre programme. Ce que n'a pas du tout fait Trump. Trump, lui, il est resté en fait dans le discours d'élection. Il a continué à avoir un discours partisan pendant son mandat. Donc il n'a jamais eu une politique d'être le président de tous les Américains. Il a été le président des Américains qui avaient voté pour lui. Alors ceux qui ont voté pour lui ont trouvé ça admirable, parce qu'enfin un président qui dit la vérité et qui applique ce qu'il a dit. Mais le reste du pays, et il y en a beaucoup, la moitié des États-Unis, non, ils n'avaient pas un président pour eux, quoi. Ils avaient un président contre eux. Ce qui a mené à une polarisation politique, alors que normalement, après l'élection, on retombe un peu quand même. L'élection fait monter la polarisation politique, c'est normal, c'est le débat démocratique, mais ensuite, ça doit se calmer quand même. Donc, c'est mon analyse. Hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec mon analyse. Et en ça, Twitter était super important pour lui parce que ça lui permettait de sortir ses coups de gueule. Et nous, on était tous là à analyser et à halluciner devant les tweets de Trump. Et depuis qu'il n'y a plus les tweets de Trump, Trump est beaucoup plus discret dans nos vies. On est moins dans l'indignation de ce que dit Trump. Il était très fort pour indigner beaucoup de monde, Trump. Et il adorait ça. C'était génial pour lui. Bref, il a demandé donc à son avocat d'attaquer Twitter et de contraindre Twitter effectivement à lui redonner son compte Twitter pour qu'il puisse s'exprimer. La défense de Trump donc attaque le réseau Twitter en disant comment ça se fait qu'on a bloqué Monsieur Trump alors que par exemple les talibans en Afghanistan peuvent s'exprimer librement sur Twitter. Et là on tombe dans un débat qui est extrêmement complexe et on revient au premier article. Est-ce que c'est aux réseaux sociaux de décider de ce qui doit être exprimé et pas exprimé ? C'est hyper complexe, on ne va pas le résoudre ce matin. J'aimerais bien qu'on trouve la solution. C'est très compliqué. Moi, je fais partie des gens qui ont trouvé ça un précédent dangereux que Twitter et les autres réseaux sociaux excluent Trump. Et pourtant, Dieu sait si je suis le premier à... J'en pouvais plus des tweets de Trump. Et je suis le premier à reconnaître que Twitter, c'est un peu... assaini depuis que Trump n'est plus sur Twitter. Donc c'est complexe, même dans ma tête, j'ai pas la solution. C'est une solution complexe. La défense attaque, oui, pardon, écart de langage, Roquefort. En séparant la population et en montant les gens les uns contre les autres, les politiques font tranquillement leur petite magouille, vu qu'à l'intention n'est pas sur eux. Oui, il y a ça aussi, ouais. L'algo qui met en avant l'engagement n'a rien inventé, les politiques le font toujours. Oui, mais la grande différence, Laurent, si tu as écouté la première partie de l'émission, enfin le premier article, c'est que l'algorithme va t'enfermer dans ta bulle de vérité. C'est-à-dire que bien sûr, elle va favoriser ton engagement politique, mais elle va du coup t'inonder et t'abreuver de choses avec lesquelles tu es d'accord et ne plus te confronter au discours adverse. Ce qui va faire... Le phénomène suivant, c'est que tu vas te retrouver, si tu te retrouves à discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, tu vas les prendre, mais pour des débiles profonds. Tu ne vas même plus pouvoir écouter leur discours, tellement toi, tu vas être polarisé dans le tien, parce que tu n'as plus aucune source d'information différente
de ce que tu aimes et ce avec quoi tu es d'accord. Tu n'es plus confronté au débat, en fait. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus que des guerres, en fait. Et c'est ça qui est différent et dangereux, en fait. Et dangereux pour la démocratie. Après, moi, je dis surtout que Twitter est une plateforme privée. Quand tu es chez toi et que tu invites tout le monde pour parler bas sur Twitter, la même chose. Oui, mais là aussi, on peut pas. Moi aussi, je suis le premier parfois à dire ouais, c'est des entreprises. Les entreprises sont là pour faire du profit, laissez-les vivre. Twitter ne peut pas se soustraire à son importance politique aujourd'hui. Et c'est tout le problème. Ces plateformes ont été montées comme des plateformes technologiques en disant nous, on n'a aucune responsabilité sur le contenu, on l'héberge pas. Nous, on est juste une plateforme technologique sur laquelle les gens postent, et Jean poste. Bonjour à toi, Jean, et tous les gens. Euh, mais on s'en lave les mains. Nous, on n'est pas des journaux, on n'est pas des éditeurs. Les gens font ce qu'ils veulent sur notre plateforme. Nous, on est juste des informaticiens, on a mis au point des algos et une plateforme technologique. C'est plus tenable. La responsabilité aujourd'hui éditoriale des YouTube, Twitter, Facebook et autres doit être prise en considération et on doit les forcer à les prendre en considération. Ça va mettre leur business model à mal. On a tout à remettre à plat, mais on ne peut pas continuer comme ça, je pense. On court à la catastrophe. Est-ce que des personnalités non issues d'Internet en parlent sur ce sujet? Bah, ça commence quand même depuis 2 ans. Il y a eu des documentaires. On commence à réaliser qu'on est dans des rouages malsains, dont on fait partie d'ailleurs, qu'il y a des rouages malsains et des choses qui sont en train de se passer. Oui, alors, désolé, effectivement, le terme cancel est tellement lié à la cancel culture que je trouve détestable. C'est pas ce que je voulais dire. Je dis l'indifférence. Si vous n'aimez pas quelqu'un, un créateur de contenu sur Internet, ne lui opposez pas votre vindicte et vos discours. Soyez indifférent, ignorez-le. Ignorez-le et au mieux il changera, ou encore au mieux il disparaîtra. Je vous garantis la pire sanction que vous pouvez infliger à un créateur de contenu, c'est l'ignorer. Si vous réagissez à ce qu'il fait avec votre indignation, vous le nourrissez. Ah, c'est la vieille phrase, hein, don't feed the troll. C'est pareil pour le créateur de contenu. Ne devenez pas des merdologues. Blanche Gardin avait bien résumé les choses, c'était pour la télé, mais ça marche aussi pour Internet. Ne devenez pas des merdologues. Vous allez nourrir la merde en devenant des merdologues. Euh, je ne vais pas réexpliquer la cancel culture, va voir Commande Q sur Internet, justement, en lisant plusieurs articles. Un pouce en bas, ça nourrit, oui, carrément. Si- Vraiment, prenez conscience de ça, c'est hyper important. L'algorithme de YouTube en a rien à foutre que vous mettez. Alors, le pouce en haut, oui, mais elle va considérer qu'un pouce en bas est un engagement aussi. Ça crée une réaction chez vous. Et c'est ça qui est important pour l'algo, c'est que ça crée une réaction. Ne croyez pas que votre pouce en bas, il vaut mieux faire sur YouTube, ne me propose plus ce contenu. Il y a un onglet pour faire ça, enfin il y a une option pour dire à l'algo YouTube, arrête de me proposer ce contenu. Mais par contre, si vous mettez un pouce en bas, vous réagissez à la vidéo et vous créez un signal pour l'algorithme que ce contenu vous a sollicité et vous avez cliqué dessus et vous êtes indigné. Et ça intéresse beaucoup l'algorithme. Un pouce en bas, ça ne veut pas du tout dire ne me propose plus ce type de contenu. Au contraire, vous incitez l'algorithme à vous en proposer plus. Vraiment, hein. Allez vous renseigner.
Non, un désabonnement, c'est une bonne manière de faire. Désabonnez-vous des chaînes que vous savez toxiques. Désabonnez-vous des comptes que vous savez toxiques. Désabonnez-vous, ça c'est un signal fort pour l'algorithme qui ne vous proposera plus ce contenu. Bien sûr, les pouces en bas, c'est du référencement, bien évidemment. Et d'écrire, de prendre le temps d'écrire à quel point vous n'aimez pas un contenu et qui vous indigne, vous nourrissez l'algorithme. Non, Grunner, il faut arrêter d'interagir avec les pouces sur du contenu que vous aimez pas. Mais au contraire, le contenu que vous aimez bien, il faut l'encourager au maximum pour le sortir de l'ornière de cet algorithme. Pourquoi il y a de plus en plus de contenu intéressant qui disparaît d'Internet? Parce que le contenu intéressant est moins sexy et moins, on a moins envie de cliquer dessus. Donc, il est moins encouragé, il disparaît. Donc, encouragez le contenu que vous jugez utile et bien, que vous aimez bien. Faites-le remonter, combattez l'algorithme comme ça. C'est vachement important. Donc, au contraire, il ne faut pas arrêter de cliquer sur les pouces, mais comprenez bien que chaque fois que vous cliquez sur un pouce, vous créez une interaction avec l'algorithme. Et ne le faites que sur les contenus que vous aimez. Le contenu que vous aimez pas, vous l'ignorez. Vous cliquez pas dessus. Vous y touchez pas, en fait. Bah, Apple Computer, on sait tous que le drama passera avant la paix. Si on baisse les bras avant même d'avoir combattu le phénomène, oui, autant dire que c'est foutu. Moi, je pense que c'est pas inévitable qu'Internet devienne ce qu'il est en train de devenir. Je pense qu'on peut changer les choses. Je suis un utopiste. Dites-moi ce que vous voulez, je m'en fous. Euh, Tant qu'il y aura encore une personne en plus que moi qui croit qu'on peut changer les choses, je continuerai mon combat, ouais. C'est pas forcément les masses qui font changer les choses. Relisez l'histoire. C'est pas forcément les masses qui changent les choses. C'est des convictions partagées par des groupes d'hommes actifs. La Révolution française n'a pas commencé avec les masses. La Révolution française a commencé par un groupe de gens qui affichaient dans un coin et qui ont voulu changer les choses. Sarah Connor a combattu toute sa vie les Terminators, même quand il n'y avait plus d'espoir. Et pourquoi, je termine là-dessus, parce que je trouve ça hyper intéressant de vous tenir au courant, pourquoi nous aussi, on est obligé de... Alors, en France, le terme putaclic recouvre un peu le clickbait et est plus dur que clickbait. Pourquoi nous aussi, on est obligé de mettre des titres de plus en plus, on va dire, on essaye de... Pour moi, un putaclic, c'est quand le titre n'a rien à voir avec le contenu. Ça, on vous le fera jamais. Mais nous aussi, pour survivre, on est obligé maintenant de mettre des titres sur lesquels vous avez envie de cliquer. Parce qu'on le voit bien dans les chiffres, quand on met des titres informatifs, raisonnables, bah personne ne regarde nos vidéos, quoi. Personne ne regarde nos vidéos. Si la dernière vidéo sur l'iPhone 13 Pro, j'avais mis l'iPhone 13 Pro, il a des qualités, mais il a aussi des défauts, il faut le prendre pour ce qu'il est. Voilà, un titre un peu modéré, personne n'aurait regardé. Bah du coup, j'ai mis oui, il m'excite pas. Bah vous avez cliqué là-dessus. J'estime que mon titre se tient, parce que j'explique mon titre après dans la vidéo, mais aujourd'hui, nous aussi, pour survivre, on est obligé de jouer avec l'algorithme. On est obligé, sinon on disparaît des radars. On aimerait bien que les choses soient différentes, mais c'est comme ça. Il faut qu'on package notre contenu parce que sinon, plus personne ne le regarde. Euh,
comprenez bien et réfléchissez sur ces histoires d'algo parce que c'est hyper important. Allez, il est 8h44. Je crois que je vais enlever deux, trois articles parce qu'on n'arrivera pas à la fin. Désolé, hein, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc j'étais un peu enthousiaste ce matin, militant, mais c'est un discours qui est important pour moi. Euh, on va parler rapidement, je suis obligé d'aller rapidement sur le reste des articles. Les dernières rumeurs indiquent que Apple se passera de l'OLED cette année pour les iPads pour des questions d'approvisionnement et pour des questions de tests qui n'auraient pas été concluants. On a bien compris que Apple, on l'a vu avec le 120 Hz dans les iPhone 13 Pro, Apple ne veut pas amener des technologies qui pourraient être mal appliquées. Ils ont amené le 120 Hz quand ça ne représentait pas trop de danger pour leur batterie. Et même, Apple a fait ce petit tour de force de sortir son premier smartphone 120 Hz avec une augmentation de batterie. Ce qu'on n'avait jamais vu sur le marché. Comprenez bien la différence avec je mets du 120 Hz. Apple a dit je mets du 120 Hz, mais il y aura plus de batterie. Ce qui est quand même assez différent. Et là, Apple a manifestement eu des tests peu concluants avec l'OLED sur les iPads. Peut-être au niveau de la batterie, j'en sais rien, même si ça me paraît bizarre, puisque normalement, l'OLED est plutôt basse consommation. Mais en tout cas, ils n'ont pas eu des résultats probants. Je pense aussi qu'il y a des problèmes d'approvisionnement en OLED. Donc, a priori, les iPads de cette année, c'est des rumeurs, mais ne sortiraient pas avec des écrans OLED. L'iPad Pro sortira avec des mini LED, comme le 13 pouces de l'année dernière, mais cette fois dans les deux tailles. Le 11 pouces et le 13 pouces auront du mini LED, et le R continuera à avoir du LED et peut-être mini LED, mais c'est pas sûr. Donc a priori, c'est pas pour cette année l'OLED sur les iPads. Il y a déjà des dalles OLED sur un iPhone, je comprends pas. Bah, Ehab, une dalle OLED de cette taille-là et de l'OLED sur un truc comme ça, c'est pas exactement la même chose. En coût, en consommation, en technologie. C'est pas parce que Apple met de l'OLED sur les iPhones, depuis déjà quelques générations, que c'est forcément un choix pertinent. Regardez, les tablettes Samsung ont de l'OLED depuis... Ça fait quoi? 2-3 générations que Samsung met de l'OLED sur ses iPads. Honnêtement, pour avoir testé les tabs de Samsung, c'est des très beaux écrans, mais ça m'a pas fait un effet genre... Oh, c'est tellement mieux qu'un iPad, l'image. J'ai pas eu cet effet-là. Donc, Apple est vachement... Eux, ils préfèrent régler les choses plutôt que de mettre une technologie juste pour avoir OLED sur la fiche de spec. Donc, c'est un petit peu ça, l'idée. Bah oui, mais sur News, va voir les tests comparatifs. Même un fanboy Samsung ne peut pas dire légitimement ou même te montrer à l'image qu'un écran OLED est 1000 fois supérieur à un écran LED bien réglé, quoi. Je ne sais pas te dire les choses autrement. Moi, c'est mon vécu. C'est un peu mieux l'OLED dans les noirs et tout, mais c'est pas non plus un truc qui va te décrocher la mâchoire, quoi. Je trouve. Voilà. Allez, on continue. Je voulais juste vous montrer. On va vous montrer rapidement parce que je sais que beaucoup m'ont posé les questions. L'iPhone 13 Pro est utilisé justement par Julien. Julien, c'est un fan d'astronomie et de paysage. C'est un photographe de paysage professionnel qui depuis une vingtaine d'années. Il a 40 ans. Pendant longtemps, il a fait de la photographie de paysage avec des appareils photo dédiés. Et depuis quelques années, il s'est complètement converti à la photo avec smartphone et notamment l'iPhone. Il est équipé d'iPhone et il fait toutes ses photos de paysage avec des iPhones. Et il fait également des photos d'astrophotographie. Donc en fait, cet article assez intéressant de Mac Forever montre comment il procède et il montre à quel point le 13 Pro est un progrès pour la photo d'astrophotographie au smartphone.
Alors, il explique que toutes ces photos sont faites en ProRAW et à chaque photo, il déclenche une dizaine de fois sans bouger le téléphone afin d'obtenir une série de photos similaires. Le but de procéder est ainsi d'avoir une série de photos presque identiques afin de réaliser un stacking. Cette technique de traitement d'image utilisée en astrophoto et qui consiste à superposer une série de photos afin d'améliorer la qualité de l'image. La qualité est alors meilleure avec du bruit moins présent et davantage de détails qui deviennent visibles. Cette technique de stacking peut se faire dans Photoshop ou via des logiciels spécialisés. Et il montre les résultats, et c'est ça le plus intéressant. Je vais vous montrer, voilà. Attendez, on le voit à la fin. Là, il montre effectivement des photos. Ça, c'est la même photo avec l'iPhone 11 Pro Max. Alors, c'est plusieurs photos, stacking, Photoshop, etc. L'iPhone 12 Pro Max et ce qu'il a obtenu avec l'iPhone 13 Pro Max. Donc on voit quand même que l'augmentation à la fois de l'objectif et du capteur principal ont plutôt un effet positif, en tout cas pour les photos d'astro, et que Apple aurait très bien pu, s'ils avaient voulu, un peu comme Google, peut-être proposer un mode d'astrophoto. Et il y a des applications pour faire de l'astrophoto sur son... Donc, il va faire le stacking un peu eux-mêmes. Alors, c'est des pauses longues, hein, c'est des pauses de 30 secondes et plusieurs photos avec des pauses de 30 secondes. Et après, on les compile pour obtenir ce type de résultat. Sachant qu'il le dit lui-même hein, dans l'article, le but n'étant pas d'avoir une photo réaliste du ciel, c'est pas du tout une photo scientifique du ciel, c'est une photo artistique de la beauté d'une voie lactée. Mais c'est pas une photo scientifique. Mais bon, pour ceux qui se posaient la question, est-ce qu'un iPhone peut faire de l'astrophoto? Oui, mais j'ai envie de dire, n'importe quel smartphone qui ouvre un peu grand, qui a un capteur pas trop petit et qui a un bon objectif peut faire de l'astrophoto. Voilà. Donc c'est pas simplement l'iPhone. On continue, on termine avec Squid Game. Alors je sais pas si vous avez regardé cette série sur Netflix. Alors Squid Game, pour résumer, c'est une série coréenne. C'est un peu comme Battle Royale, qui était aussi un film coréen. En gros, c'est un jeu dans lequel la sanction est la mort. Donc on a vu ça dans plein de films, hein, ça a été repris derrière. En gros, les joueurs jouent à des jeux pour enfants. Mais si tu perds au jeu, le premier des jeux, je spoil pas la série, le premier des jeux est 1, 2, 3 soleil. Et en gros, si tu bouges après soleil, on te met une bastos dans la tête, quoi. Donc on va dire que ça rend le jeu un petit peu plus stressant. C'est japonais Battle Royale. Pardon. Je croyais que c'était coréen. C'est japonais, ok. Bah, c'est le Battle Royale à la coréenne, Squid Game. Et la série a un succès énorme. Moi, je suis en train de la regarder, je ne l'ai pas encore fini. Je donne mon avis sur la série, c'est pas mal, c'est un peu facile. Mais bon, mais c'est pas mal. Ça se laisse regarder. C'est de la bonne violence qui fait plaisir. Il y a de l'hémoglobine, en veux-tu, en voilà. À ne pas montrer aux enfants. Je suis pas sûr quand. Alors, je pense qu'une partie du charme de la série vient quand tu la regardes en coréen. Je suis pas certain que j'aurais aimé la série si elle était en français. Voilà. Euh, mais elle est pas mal. C'est pas tout à fait Battle Royale quand même. Un seul point commun, c'est qu'on doit en rester un à la fin. Oui, non, mais voilà, en ça, ok, on pourrait discuter longtemps de la différence. Je ne veux pas spoiler plus. Parce que ce dont je veux parler, c'est le fait que Netflix est attaqué en justice par le fournisseur d'accès à Internet coréen. Et pourquoi? En fait, le fournisseur d'accès à Internet sud-coréen SD Broadband a intenté un procès contre le géant du streaming, Netflix. Selon eux, l'entreprise a affirmé que la série très populaire Squid Game de la plateforme de streaming a provoqué une hausse du trafic Internet dans les pays asiatiques et donc une hausse de ses coûts. Ben oui, parce que diffuser des trucs sur Internet, ça coûte de la bande passante.
C'est pas que des serveurs, c'est de la bande passante. Et la bande passante, c'est le coût d'Internet. C'est le pétrole, l'Internet, en fait. C'est ça qui coûte cher. C'est pour ça que YouTube coûte aussi cher à faire. C'est que YouTube consomme énormément de bandes passantes. Netflix coûte très cher parce qu'ils produisent des films, mais aussi coûte très cher en diffusion, parce qu'il y a la bande passante à payer. Ce qui fait que Netflix, YouTube essayent par tous les moyens de ne pas payer toutes les bandes passantes. Ils vont payer les bandes passantes au sortir de leur serveur, mais ils ne veulent pas payer les bandes passantes pays par pays pour la diffusion de leur programme. Netflix est le deuxième plus grand générateur de trafic en Corée du Sud d'après YouTube. Après YouTube, la plateforme de vidéo possédée par Google. Contrairement à Amazon, Apple et Facebook, ces deux sociétés, donc YouTube et Netflix, ne payent pas de frais pour l'utilisation du réseau à SK Broadband. C'est les fameux trucs, vous savez, on a eu ça en France entre Free et YouTube. YouTube qui se diffusait mal sur Free. Parce que YouTube ne voulait pas payer le prix du pairing à Free. Et du coup, Free a freiné, en fait, YouTube sur son réseau. C'est les problèmes de peering. C'est des accords de peering entre les sociétés et les fournisseurs Internet. Ça coûte de l'argent. Et Netflix, YouTube ne veulent pas les payer aux sociétés qui diffusent, en fait. Donc, SK Broadband, cette société coréenne, prévoit de faire payer environ 20 millions d'euros par an à Netflix pour l'utilisation de son réseau. Netflix, derrière, dit non, 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 non. Nous, on ne va pas payer pour l'utilisation du réseau parce qu'on vous rappelle quand même que la production du contenu coréen, là, cette série qui cartonne dans le monde entier, apporte un bienfait socio-économique à la Corée du Sud. On a généré 4,7 milliards de dollars, 4 milliards d'euros, un apport couvrant aussi bien des domaines de l'édition que des biens de consommation. Netflix estime avoir permis la création de 16 000 emplois dans le pays depuis son entrée en Corée du Sud en 2016. L'entreprise s'appuie sur des chiffres d'un rapport, le Deloitte Consulting Netflix Korea, qui estime qu'il y a 3,8 millions d'abonnés payants en Corée du Sud. Le porte-parole de Netflix a déclaré par ailleurs que la série coréenne Squid Game était en passe de devenir le plus gros succès de la société et qu'il s'agissait de la première émission coréenne à être numéro 1 sur le Netflix américain. Donc c'est un vrai succès pour la prod coréenne. Ce qu'il faut bien comprendre, et là je sors un peu de Netflix, on va revenir sur YouTube. YouTube est aujourd'hui la société qui consomme le plus de bandes passantes dans le monde entier, tout pays confondu. Si YouTube était obligé de signer des accords de peering avec tous les fournisseurs de contenu Internet pays par pays, YouTube n'existerait pas. YouTube coûterait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher pour exister. Donc YouTube, aujourd'hui, en gros, la position de YouTube, c'est de dire, on paye déjà beaucoup de bandes passantes pour sortir toutes les vidéos de nos serveurs. On ne va pas payer en plus toutes les bandes passantes de diffusion pays par pays, parce que sinon, on n'existerait pas. On coûterait trop cher par rapport à l'argent que ça génère. Par contre, YouTube va dire aux opérateurs, et ils ont réussi à faire fléchir Free là-dessus, si les gens, vous leur donnez un accès à Internet, mais que YouTube est ralenti dessus parce qu'on n'a pas d'accord de peering et qu'on ne vous file pas d'argent, les gens ne veulent pas d'un Internet sans YouTube. On est Internet. Donc en gros, vous n'avez pas le choix de diffuser notre contenu le mieux possible. Parce que sinon, les gens vont gueuler, ils vont trouver que leur réseau est merdique, parce que les vidéos YouTube, quand ils les regardent, elles sont saccadées, etc. Vous comprenez comment ça marche ? Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie facilement, mais à quel point, et j'ai fait toute une vidéo là-dessus, YouTube est fragile quelque part, parce que YouTube coûte énormément d'argent à diffuser. Ça coûte une blinde en bande passante, et pas qu'en serveur, hein. C'est à bande passante, et si YouTube devait payer toute la bande passante nécessaire à la diffusion de toutes les vidéos, le business model ne tiendrait pas debout. Les revenus publicitaires de YouTube ne suffiraient absolument pas à diffuser tout ça.
Mais non, Dailymotion, ça serait pareil. Si Dailymotion avait le même succès que YouTube, ils auraient les mêmes problèmes de coûts de bande passante. Comprenez bien que c'est le gros problème d'Internet, c'est que plus vous êtes populaire, plus vous payez cher en bande passante. Donc si vous n'avez pas un bon business model qui accompagne le truc, soit beaucoup de pubs, soit un abonnement payant comme Netflix, vous vous effondrez. Et YouTube a fait le pari de grossir très vite pour devenir tellement indispensable que finalement plus personne n'ose demander à YouTube de payer toute la bande passante. Un Peertube, c'est bien gentil, mais personne ne va sur Peertube. Il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu parce qu'il n'y a personne. Vous me direz, c'est normal. Ils n'ont pas de budget non plus. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est insoluble. C'est très bien, hein, le Peertube. Hein, c'est une bonne idée. Puis pour diffuser certains contenus, pourquoi pas. Mais tu pourras jamais faire grossir ton audience sur Peertube parce que personne n'y va. Et pourquoi personne n'y va? Parce qu'il n'y a pas de contenu. Et pourquoi il n'y a pas de contenu? Parce que personne n'y va. Je pourrais continuer longtemps, mais vous comprenez le fond du problème. Ce qu'il faudrait à Peertube, c'est une énorme somme d'argent pour faire la promotion de Peertube, pour que les gens y viennent. Et à ce moment-là, les producteurs de contenu se diraient « Ah, il y a peut-être un intérêt à aller sur Peertube. » Mais aujourd'hui, l'intérêt, il est zéro. Il est zéro. Twitch, c'est la même. Oui, c'est pareil. Twitch. Alors, Twitch, c'est même pire. Parce que la bande passante pour faire des lives, mais bon, ils ont Amazon derrière eux. Amazon, ils ont pas mal de serveurs. Ils ont pas mal de câbles. Ils ont pas mal de bandes passantes, en fait. Mais ça coûte très cher. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si en ce moment, les publicités augmentent sur Twitch et la pression financière augmente sur Twitch. Parce que Bezos, tout riche qu'il est, il dit, vous êtes gentil, Twitch, vous nous coûtez... Aujourd'hui, Twitch est déficitaire, mais on n'a pas les chiffres, hein, d'ailleurs. Ils osent même pas les publier. Mais Twitch perd de l'argent comme vache qui pisse, quoi. Je pense que l'objectif de Bezos, maintenant, et d'Amazon, c'est de rendre déjà Twitch rentable. Et à mon avis, ils en sont loin, hein. Le problème de Twitch, Twitch pourrait devenir un concurrent de YouTube et héberger les vidéos, mais ça leur coûterait beaucoup trop cher déjà. Ils hébergent déjà les lives, c'est un coût énorme. Je pense que le premier objectif de Twitch, c'est de devenir rentable, arrêter de perdre de l'argent. Et à mon avis, ils n'y sont pas encore. Parce que modérer du live, c'est tellement compliqué. Ça risque d'être un problème, hein, Twitch, dans les années qui viennent, hein. Je suis pas sûr que Twitch arrive à durer aussi longtemps que ça, hein. On verra. Ah oui, oui, Twitch est une hémorragie financière. Ah, j'en suis persuadé. J'ai pas les chiffres parce qu'ils les publient pas, mais je pense qu'aujourd'hui, Twitch coûte beaucoup plus d'argent à... Alors après, il y a des rentrées d'argent indirectes. Twitch contribue aux jeux vidéo, Amazon essaye de se lancer sur le jeu vidéo, donc il y a des cercles vertueux. C'est pour ça que Amazon n'hésite pas à investir dans Twitch pour gagner sur d'autres tableaux, en fait. Mais ils perdent de l'argent, j'en suis persuadé. Oui, oui, oui. Donc voilà. Ils sont déficitaires, mais le dumping n'est pas interdit. Non, bah à ce moment-là, les startups seraient interdites. Non, le dumping, c'est vendre un produit. Là, on ne te vend rien. Tu payes pas pour regarder Twitch. On ne vend pas un produit. En fait, ils feraient du dumping s'ils vendaient aux annonceurs publicitaires de l'espace publicitaire à un coût inférieur de ce que leur plan prévisionnel de rentabilité imposerait comme prix publicitaire. C'est un peu compliqué, mais voilà, ça serait du dumping. Le truc avec les boosts. Qu'est-ce que c'est le truc avec les boosts? Alors, Twitch est en croissance constante de visionneurs, mais ça n'a rien à voir avec l'argent qu'il génère. L'argent qu'il génère, c'est avec les vues publicitaires. Pour avoir des vues publicitaires, il faut qu'il y ait des annonceurs qui se bousculent au portillon de Twitch. Et ce n'est pas encore le cas. Vous avez remarqué comme sur Twitch,
les pubs se répètent vachement et il y en a beaucoup. C'est beaucoup moins varié que sur YouTube. C'est parce que pour l'instant, la régie publicitaire de Twitch, elle a du mal à attirer les annonceurs. Et ça peut être un problème que l'audience augmente sur Twitch si les revenus publicitaires n'augmentent pas. Comprenez bien comment ça marche. C'est pas le nombre de vues qui est important, c'est pas le nombre d'utilisateurs, c'est l'argent que potentiellement ces utilisateurs te rapportent. Et le nombre n'est pas lié à l'argent. Le nombre de vues publicitaires n'a rien à voir avec le nombre de vues d'une vidéo. Je vous débunk un peu des trucs qu'on croit. Ah, un truc a du succès parce qu'il y a beaucoup de monde qui y va. Il y a énormément de startups qui se sont effondrées parce qu'ils avaient trop de monde et qu'ils n'avaient pas la rentabilité nécessaire pour gérer la bande passante que coûtait ce nombre de gens qui utilisaient leur service. Et je le sais, j'ai planté ma première société comme ça. No Watch, c'était ça. On avait beaucoup de succès à l'époque, mais on avait un business model de merde. Et on s'est effondré parce qu'on avait trop de gens qui nous regardaient et qu'on n'avait pas de quoi payer la bande passante. Parce que les gens téléchargeaient nos émissions à l'époque. Ça était une des raisons, mais globalement, schématiquement, c'était ça. Donc je sais ce que c'est. Le succès peut te tuer sur Internet. Euh, Ce n'est pas parce que les pubs sont diffusées qu'elles sont vues. C'est pour ça que, par exemple, sur YouTube, il faut que vous regardiez plus loin que les 5 premières secondes pour que ça génère une vue publicitaire. Si vous regardez moins de 5 secondes, ça génère rien du tout. Informez-vous. De partout, vous allez trouver des articles qui vous expliquent comment fonctionne Internet. Mais vous n'avez pas forcément envie de les lire, parce que vous n'avez pas forcément envie de savoir tout ça. Ouais. Mais je vous conseille de le savoir. C'est bien. Allez, sur ce, en parlant de publicité, nous allons parler de notre merveilleux sponsor, qui est Mon Petit Placement. Mon Petit Placement, j'informe parce que c'est important, et que c'est légal également, qu'avec Mon Petit Placement, on va parler de produits financiers. Nous ne sommes là que pour mettre en avant le produit financier, la technologie pour éventuellement faire un placement, mais on ne vous encourage pas à faire des placements. Ça, c'est une décision qui est très personnelle. Il y a plein de gens qui ne veulent pas faire des placements et c'est normal. C'est vous, avec votre argent, c'est une décision très personnelle, c'est une décision de ménage, c'est une décision individuelle d'investissement de votre argent. Je l'investis, je préfère acheter autre chose, je suis contre le système. Vous êtes libre, voilà. Et on ne vous encourage pas, en faisant la promotion de Mon Petit Placement, à faire forcément un placement. Nous, on vous met en avant de manière publicitaire cette possibilité technologique qui est Mon Petit Placement. Mon Petit Placement, c'est quoi? En fait, Mon Petit Placement, ils l'ont créé parce que c'est vrai qu'en France, la culture du placement, on l'a pas trop. On a une culture de l'épargne, on a une culture du bas de laine, mettre de côté avec zéro risque. Et c'est très bien. Je ne suis pas en train de remettre en cause l'épargne. Mettre de l'argent au chaud, zéro risque de perdre son argent, mais par contre, effectivement, en termes de placement, ça va très peu rapporter. Et c'est normal, vous avez zéro risque, vous avez peu de gains. Moins il y a de risques, moins il y a de gains, c'est normal. C'est comme ça que ça marche, les placements financiers. Si vous avez de l'argent qui dort et vous êtes prêt à prendre un petit peu de risque ou beaucoup de risques, Mon Petit Placement peut être fait pour vous, puisque c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez investir simplement et rapidement votre argent dans des contrats d'assurance vie, secteur par secteur. Ça peut aussi, pour certaines personnes qui ne veulent pas acheter à la bourse dans des sociétés qu'ils estiment mauvaises, vous pouvez choisir des secteurs qui vous plaisent. Que ce soit voilà, des secteurs, ils en parlent effectivement, je crois que c'est un peu plus loin. Vous pouvez investir dans des secteurs comme l'énergie renouvelable ou ce genre de choses. Donc, investir dans des choses qui sont en accord avec vos valeurs. C'est des produits, les contrats d'assurance vie qui sont choisis par des experts. Ces experts restent joignables sur Mon Petit Placement. Donc, ce n'est pas non plus une plateforme qu'avec des bots où vous ne savez pas ce qui se passe. C'est
C'est plutôt fait pour les débutants. Vous allez être accompagnés, ils vont vous permettre de déterminer le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous y connaissez un peu en contrat d'assurance vie et à ce moment-là, augmenter le risque que vous voulez prendre et éventuellement les gains. Hein. De toute façon, les deux vont de pair. Nous, la seule chose qu'on vous recommande, qui est importante, surtout à mon avis en cette période qui risque d'être une période de crise boursière, informez-vous beaucoup. Si vous investissez, n'investissez pas de l'argent dont vous avez besoin dans les 10 ans à venir. Moi, c'est vraiment mon conseil. Ne jamais investir de l'argent dont vous avez besoin pour des projets dans les 10 ans à venir. Si vous êtes prêt à acheter votre maison ou qu'il y a les études des enfants qui arrivent, c'est pas le bon moment de votre vie pour investir. Investissez quand il y a de l'argent qui dort et dont vous n'avez pas besoin dans les 10 ans. Informez-vous au maximum. Allez sur mon petit placement avec le lien qu'on vous donne, ne serait-ce que pour faire le questionnaire, pour savoir quel est votre niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, selon votre niveau de connaissance. Et si, après tout ce parcours-là, vous avez envie de faire un placement chez mon petit placement, utilisez notre code NOWTECH, vous aurez moins 30% sur le revenu que prend mon petit placement si vous gagnez de l'argent chez eux. Ils ne se payent que quand votre placement est profitable. Ils ne se payent pas si vous perdez, ils ne se payent que sur votre profit. Donc ils prennent en gros une marge. Avec le code NOWTECH, vous allez la première année diminuer cette marge que mon petit placement fera sur votre petit placement. Voilà. On les remercie en tout cas d'être sponsors du live. Ils nous permettent de vous proposer ce contenu. Et nous allons passer à la dernière rubrique de l'émission. L'avant-dernière. On aura peut-être le temps pour un petit fac, on verra. On va voir. Ça dépend si on discute beaucoup autour de la tartine. On passe à la tartine. La tartine, aujourd'hui, on va parler du métavers, trop beau pour être vrai. Alors, métavers, ça ne veut pas dire que vous devez vous habiller avec des chemises vert pomme, pas du tout. C'est métavers. On en parle beaucoup, on a beaucoup entendu Mark Zuckerberg, notamment de Facebook, en parler. Qu'est-ce que le métavers? Et c'est quoi l'idée? L'idée, c'est déjà que des entreprises et des États investissent des milliards de dollars afin de repousser de plus en plus la limite de ce qui est numériquement faisable. Et c'est vrai que la crise sanitaire que nous traversons a été un coup de boost pour ces notions-là. Beaucoup de choses sont tombées dans un domaine qu'on appelle, le mot est dégueulassement moche, mais je l'utilisais il y a déjà plusieurs années, c'est le figital, le mélange physique-digital. On en parlait beaucoup dans le commerce. Aujourd'hui, les frontières entre ce qui est numérique, alors il ne faut pas dire digital, entre ce qui est numérique et ce qui est physique, a tendance à devenir poreux. On va parfois dans des boutiques physiques choisir un produit qu'on commande sur Internet dans la boutique elle-même. Parfois, on commande des trucs sur Internet et on va les chercher physiquement dans une boutique. Il y a 10 ans, la frontière était énorme entre Internet et le monde physique. Aujourd'hui, les choses se brouillent. Dans le commerce, mais aussi sur tout un tas d'autres choses. On commence à avoir des amis qu'on a rencontrés numériquement sur des réseaux sociaux, dans des jeux vidéo, et c'est des vrais amis. On n'a pas une amitié virtuelle avec eux. C'est pas des aides virtuelles. C'est des gens qu'on a rencontrés. Il y a des rencontres amoureuses qui se font sur des plateformes numériques et qui se transforment la plupart du temps dans des relations après qui deviennent physiques. Donc aujourd'hui, la frontière entre numérique et physique, c'est un combat d'arrière-garde, de dire ouais, je préfère le physique, je préfère le numérique. En fait, on est constamment entre les deux. Et l'idée du métaverse, pour le résumer un petit peu, c'est de dire que cette frontière va disparaître de plus en plus. C'est-à-dire que les générations qui arrivent maintenant, et les générations suivantes, je pense que la génération Z sera peut-être la première génération vraiment métaverse, pour qui mentalement, la différence entre du numérique et du physique aura tendance à devenir de plus en plus floue.
Ça sera juste des activités. Et en fait, le saut technologique qui nous manque, c'est la disparition des petits écrans. Aujourd'hui, ce qui nous sépare beaucoup encore le numérique du physique, c'est l'interface. On est tête baissée sur des petits écrans. Voilà. Génération tête baissée. Les archéologues ne comprendront pas pourquoi nos cervicales ici avaient cette forme-là. Et le métaverse va venir quand on augmentera les moyens. En fait, c'est le futur Internet mobile, que ça soit des visières, que ça soit peut-être des implants, que ça soit, pour moi, la smartwatch est un des premiers trucs autres qu'un smartphone pour trimballer le numérique avec soi. Et en fait, le but, c'est que on vive de plus en plus, à la fois dans le physique et également dans le numérique en même temps, tout ça mélangé. Et donc, une génération qui repartira la tête haute avec ses visières. Et c'est pour ça que des Facebook ont investi beaucoup dans la visière. Mais il n'y a pas que la visière, on le voit aussi avec des choses comme Fortnite, où il commence à y avoir, et ça a été boosté effectivement par la crise sanitaire, il y a des concerts énormes qui commencent à se faire dans Fortnite. Donc il y a toute une génération pour qui assister à un concert dans un jeu vidéo ne paraît pas une anomalie. Je sais que certains dans la chatroom vont dire « Ouais, mais les concerts quand même avant, c'était les bonnes odeurs de bière et de joint et de pieds écrasés. Ça, c'était des vrais concerts avec la sueur, le pogo. Un concert dans Fortnite, c'est complètement ridicule. » Vous avez tout à fait le droit de penser ça. Et la nostalgie, c'est normal, ça veut juste dire que vous êtes en train d'avancer en âge. Mais il y a toute une génération pour qui assister à un concert avec ses potes, avec ses amis, dans Fortnite, c'est un acte tout à fait naturel et ils ont eu des émotions. Ils ont eu des émotions. L'important, à la limite, c'est les émotions. Et moi, qui ai passé 5 ans de ma vie dans World of Warcraft, j'ai eu des émotions dans un jeu vidéo, mais en jouant avec des vrais humains. Donc j'estime à partir du moment où j'ai eu des émotions, ce n'était pas une expérience virtuelle. En gros, et ça tous les anciens joueurs de World of Warcraft pourront vous le dire, quand on rencontre d'autres anciens joueurs de World of Warcraft, on se raconte notre période de World of Warcraft comme si c'était des vacances. Avec des souvenirs de vacances. Moi, il m'est même arrivé de montrer des screenshots de mon ancienne guilde. Ah ouais, tu te souviens, tel boss à l'époque, c'était comme ça. Et vous voyez des anciens joueurs de World of Warcraft parler comme si c'était des souvenirs de vacances. Donc c'est aussi fort que des souvenirs de vacances, les émotions qu'on a vécues. Ou qu'un match de foot qu'on aurait joué. Je sais, c'était pas un match de foot physique où on a sué, etc., même si c'est arrivé de suer sur un clavier, mais les émotions d'un jeu d'équipe pour tomber un raid, tomber un boss dans un raid high level, l'émotion qu'on a vécue ces soirs-là, sont des émotions collectives avec une équipe humaine qui ont la même valeur émotionnelle d'expérience que si vous aviez joué au foot avec des amis. C'est pareil. En fait, tu vois, Annie Bou, ce que tu dis, c'est justement ce qu'on dit toujours. Les émotions ne sont pas comparables. Mais il ne faut jamais comparer les émotions. Tu sais, c'est exactement comme quand il y a un pisse-vinaigre dans une soirée. Tu racontes tes vacances. Moi, par exemple, je raconte mes vacances au Vietnam. Tu as toujours un mec dans la soirée qui va te dire « Ouais, non mais attends. Être en vacances là-bas, c'est vraiment pas comme y vivre. » Ben oui, mon con. Je sais bien que c'est pas la même chose. Mais tu es juste en train de dire que les émotions que j'ai eues en vacances au Vietnam ont moins de valeur que les émotions de quelqu'un qui y vit. T'as pas le droit de dire ça. Les émotions ne sont pas comparables. Les expériences ne sont pas comparables. Tu vas pas te mettre... C'est comme si tu me disais, on a les mêmes émotions au foot et au tennis parce que c'est des sports et on sue, il y a des vibrations et tout. Non, on a des émotions très différentes.
Mise à jour 2021, je raconte mes vacances en Italie. Ouais, t'as toujours un mec qui va dire, ouais, non mais attends, là t'es en train de me parler, t'es resté quoi? T'es resté 5 jours sur le lac de Côme. Moi j'ai vécu 3 ans, donc mes expériences sont plus importantes que les tiennes. Elles ont plus de valeur. Non, non, elles sont différentes, point. En fait, mais bon, on va pas partir dans des trucs. Mais alors, je sais plus qui est l'auteur. Il y a des bouquins qui existent. Le virtuel est-il réel? C'est un débat philosophique qui n'a pas attendu les ordinateurs et les visières, hein. Euh, le blurring, le- en fait, la différence virtuelle réelle est beaucoup plus mince et beaucoup plus floue qu'on ne croit. Et si vous voulez ne pas partir dans le numérique, posez-vous une autre question. Est-ce qu'une émotion que vous avez ressentie pendant un rêve est réelle ou virtuelle? C'est vous qui avez fait le rêve, avec votre corps, sans artifice. Je ne suis pas en train de parler si vous avez voilà, pris des substances. Mais en quoi le rêve est virtuel? Sachant que, ça vous est probablement déjà arrivé, on peut ressentir des stimuli physiques. Même on peut sentir des odeurs dans un rêve. Donc il n'est pas virtuel un rêve. Mes vacances sur Naboo. Donc attention, hein, je suis pas en train de faire le gourou et de lancer une nouvelle secte, machin. Je suis juste en train de vous dire que la différence entre le réel et le virtuel est beaucoup plus ténue que vous le pensez. Et pensez-y. Il y a plein d'expériences que vous avez dans la vie qui ne sont pas forcément des expériences réelles, enfin voilà, le rêve, des expériences numériques qui sont réelles parce que vos émotions sont réelles. Donc, tout ça nous mène au métaverse. Le métaverse, c'est justement un monde où, par des moyens technologiques, cette frontière entre l'expérience ancrée dans la Terre et l'expérience un peu dans la tête, mais rien n'empêcherait d'ailleurs des gants de m'envoyer des stimuli dans les mains, comme je me suis fait mal sur la table en bois, je pourrais le ressentir dans le métaverse pour peu que j'ai des gants à retour de force qui soient suffisamment convaincants. Putain, je me suis vraiment fait mal. pour, pour me faire comprendre que j'ai tapé sur une table. Vous comprenez en fait? Et oui, on va basculer dans Matrix, on va basculer dans le nécromancien, on va basculer dans... Et d'ailleurs, le métaverse a été inventé. Enfin, le mot métaverse vient d'un bouquin de science-fiction qui s'appelle Snow Crash, de l'auteur américain Neil Stephenson. C'est l'histoire qui se déroule dans un futur relativement proche, des années après une crise économique mondiale et l'effondrement des structures étatiques qui avaient existé jusqu'alors en Amérique. Pour fuir leur monde dystopique, les gens se réfugient de plus en plus dans le métavers, un environnement virtuel où ils interagissent par le biais d'avatars. Et ça vous semble... En fait, il y a un truc, c'est que ça vous semble terrible de se réfugier dans des mondes virtuels pour échapper à la réalité. Mettez-vous juste 5 secondes, et j'arrêterai là-dessus pour qu'on ait 10 minutes de fac après, mais... ou si vous voulez continuer un débat. Mettez-vous dans la peau... Allez, on va prendre... Mettez-vous dans la peau d'un... On va prendre quel siècle? Allez, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui habitait la Terre, je sais pas, 300 ans avant Jésus-Christ. Ok? Et on vous confronte avec ce que vous êtes aujourd'hui. On lui dit le futur, il y a des gens qui vont passer quasiment la moitié de leur journée à regarder la télé, à être sur Internet et
un peu à fuir la difficulté du monde environnant par des espèces de rêves éveillés qui sont des expériences qui vont les diffuser à distance et avec laquelle ils vont plus ou moins interagir pour diriger les émotions qu'ils ressentent. Le mec que vous êtes 300 ans après Jésus-Christ, il va faire « mais c'est la fin de l'humanité !» Nous, au moins, tout est concret chez nous. Et là, tu as un chaman qui va arriver, qui va dire « Hé Coco !» Parce qu'on disait, 300 ans après Jésus-Christ, on disait déjà « Hé Coco !» Hé Coco, là, samedi soir, avec tes champis hallucinogènes, là. Putain, on a plané, c'était trop bien. Voilà. De penser que, je pense qu'à partir du moment où l'être humain a trouvé des moyens de fuir sa vie et de s'échapper dans les rêves, dans les songes, dans les histoires, il l'a fait. Donc, c'est pas un truc qui a été créé avec le numérique. Voilà, Ready Player One, c'est métavers. Tout à fait. Donc, je pense qu'on met des mots modernes, métaverse, sur une tendance de l'humanité qui existe depuis que l'humanité est là. Donc, on n'a rien inventé. Après, on se donne des moyens de plus en plus puissants. Ça, c'est une autre réflexion. Voilà, un petit peu pour le sujet. Est-ce que le métaverse, c'est notre avenir ? On verra. Est-ce que notre avenir est horrible ? On verra aussi. Mais déjà, si vous combattez un peu l'algorithme, comme je vous l'ai dit en début d'émission, peut-être qu'il sera moins terrible qu'on ne le pense. Mais pour ça, ça demande de se bouger les fesses. Que ça soit dans le numérique ou dans le réel, d'ailleurs. On n'est pas tous là à se défoncer en même temps, ouais. Lire des livres pendant 8 heures, c'est différent. Non. Après, ça dépend des livres. Mais de toute façon, les songes, le rêve éveillé, ça existe depuis, je pense, depuis l'époque où des premiers feux et des ombres projetées sur les cavernes pour évoquer le fameux mythe de la caverne. Ou de la grotte, ou je sais plus. Bref. Sur ce, on va passer à la dernière rubrique de l'émission. Allez, on va faire quand même 5 minutes de fac si vous avez des questions, parce qu'on rate souvent les camps de fac. Allez, même 10 minutes. On va arrêter à 37 aujourd'hui. Petite exception pour que vous puissiez poser quelques questions. Donc, dernière rubrique de l'émission. Et c'est le moment tant attendu des camps de fac. Oui, Samuel, je dérape. On va terminer l'émission à 37. Donc, si vous avez des questions à poser, si vous voulez continuer à parler de tout... Ça a été dense aujourd'hui, hein, je vous l'accorde. Hein. On est monté haut, on est descendu bas. J'ai utilisé vos liens affiliés Amazon. Comment savoir si ça a fonctionné ? Igor, toi, tu le sauras pas. Faut savoir que ça fonctionne pas à tous les coups, les liens. Mais écoute, c'est pas grave. L'important, c'est que tu les fais. Là où je dis ça fonctionne pas à tous les coups, c'est que parfois, par certains navigateurs, si tu passes par Apple, ça fonctionne. On peut pas vous donner une règle précise. On peut juste vous dire utilisez nos liens d'affiliation. Parfois, ça marche. Et nous, ça nous fait un revenu à la fin du mois. Mais on décortique pas qui a utilisé les liens d'affiliation parce qu'on n'a pas cette information-là. Donc, on vous remercie de faire le geste. Ne vous préoccupez pas du résultat. Ça, c'est notre problème. J'ai complètement oublié, du coup, de remercier... D'ailleurs, je n'avais même pas l'oreillette. J'ai pas du tout remercié tous les contributeurs ce matin. Je vais le faire rapidement. Merci Elf pour ton 3 mois. Merci JL et Ab pour ton Prime. Merci Roquefort pour ton 3 mois Prime. Merci Okar pour ton Prime. Merci Tolwood pour ton 12 mois. Merci Douaned pour ton 16 mois. Merci Sof pour ton 8 mois.
Merci Jonakangou pour ton 6 mois. Merci JB pour ton 12 mois. Merci Waukanid pour ton 17 mois. Je crois... Ah non, ça c'était avant-hier. Je suis en train de remonter trop loin. Merci à vous beaucoup les contributeurs. Voilà, merci beaucoup à vous les contributeurs du jour. Alors, je reprends d'autres questions. Y aura-t-il un test de l'Osmo Mobile? Non, pas prévu. Quel logiciel de mot de passe recommandez-vous? Aucun en particulier. Nous, on utilise OnePassword, on est content. Pourquoi ne jamais aborder les GoPro? Ça fait pas... Enfin... Ça, on fera plus des tests de GoPro. Ça ne veut pas dire qu'on fera jamais de vidéos sur les caméras d'action, mais le test d'appareil photo, ça vous intéresse de moins en moins. Nous, on le voit dans les chiffres. Étudiant informatique, j'ai voulu passer de mon MacBook Air. Ça ne veut pas dire qu'on refera jamais un truc photo, mais aujourd'hui, nous, on est en crise. Il faut qu'on survive. Donc, il faut qu'on fasse des vidéos que les gens regardent et regardent plutôt beaucoup. L'algorithme de YouTube étant extrêmement punitif. Donc, c'est compliqué de faire des tests d'appareils photo parce que vous les regardez moins qu'il y a 2-3 ans, en fait. Parce qu'on n'est pas une chaîne spécialisée en ça non plus. J'ai voulu passer de mon MacBook Air M1 à un PC gaming Asus, mais avec l'année du MacBook Pro 16 pouces M1X, je me demande si ce serait pas bon d'attendre, surtout que je déteste Windows. Mais pour le jeu, reste-t-il un espoir? J'avais un bootcamp sur... Alors non, il n'y aura pas de bootcamp sur les M1X. Par contre, de plus en plus de jeux vidéo sont développés maintenant pour Apple. Mais pas tous. Donc vraiment, si tu achètes un ordinateur beaucoup pour le gaming, je te conseille pas l'achat d'un Mac quand même. Après, tu peux prendre un MacBook Pro et du cloud gaming aussi. Voilà, il y a plein de solutions qui existent, qui n'existaient pas autrefois, pour concilier deux mondes informatiques. Juste pour répondre à ta question tout à l'heure sur les boosts Twitch, si ça t'intéresse, Twitch a annoncé une nouvelle feature boostée, signifie que Twitch recommandera le flux à davantage d'utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs supplémentaires est déterminé par le nombre de boosts achetés par le streamer. Ah, peut être dangereux, mais intéressant. Cependant, les recommandations ne se traduiront probablement pas directement pour les téléspectateurs. Ok, bah on en parlera peut-être cette semaine. J'ai pas vu la news remonter. Merci Remswed pour ton info. Pourquoi jamais aborder les GoPro? J'ai répondu. Avez-vous observé que le 13 mini a une autonomie supérieure au 12 standard? Oui, clairement, Ibu. Clairement. As-tu un retour utilisateur sur les Chipolo One Spot, notamment sur la notification? Non, j'ai pas testé le produit, j'ai pas de retour. Penses-tu qu'avec la limite de taille des gravures qui devrait pas tarder à arriver, les appareils photo et caméras évolueront encore pour longtemps? Ne risque-t-on pas d'être limité comme en argentique? On n'a jamais été limité en argentique, hein. On aurait pu continuer la voie de l'argentique, simplement le numérique est arrivé avec des inconforts que n'offrait pas l'argentique. Oui, il y aura toujours une évolution. De toute façon, il y a un moment, les mecs, ils n'arriveront pas à vendre des produits s'ils évoluent pas. Il faut présenter de la nouveauté pour créer de la consommation. Alors, on est en train d'arriver dans des générations qui vont consommer moins, il y aura moins de nouveautés, mais ça va pas tuer l'innovation. Simplement, on va te vendre plus de services que de produits physiques. Que penses-tu de la série Succession? Je ne l'ai pas vue. Si, j'ai commencé à regarder... Attends, Succession, je m'y perds un peu. Si, j'ai regardé la première saison. Pas mal, mais je ne suis pas allé plus loin pour l'instant. Le cloud, malheureusement, il faut de la fibre et pas simple pour dehors. Les choses changent, mais je suis d'accord que c'est... Oui, il faut une bonne connexion. Les vidéos opinions sur appareil photo avec des images. Bah, le truc, c'est que si tu veux être un minimum crédible quand tu testes un appareil, il faut faire beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Donc, c'est des tests qui prennent énormément de temps, donc qui nous coûtent très cher en temps. Et en fait, le temps, c'est de l'argent pour nous. Donc, voilà, le test d'un appareil photo, il faut que ça soit hyper rentable.
Le problème, c'est qu'on pourrait se dire, bah, à ce moment-là, on va demander aux marques de nous payer les tests de leur appareil photo. Ce que je me refuse à faire pour les appareils photo. Pour l'instant, je dis pas, peut-être que je changerai d'avis pour des motifs économiques, mais je trouve qu'une marque qui payerait pour qu'on teste son produit, par contre, et là, bientôt, on va sortir une vidéo qui a été sponsorisée par Nikon. On aborde des sujets photographiques, c'est pas des tests des appareils. Je vous spoil dans la vidéo, on va vous parler des vraies différences techniques entre les smartphones et les appareils photo dédiés. Donc c'est pas une pub ou un test du Z6 II, mais on utilise le Z6 II de chez Nikon pour nos démonstrations des différences avec un smartphone. Ça, on accepte d'être financé, c'est du contenu photo, on espère que ça vous intéressera. Voilà. Au-delà des futures lunettes et actuelles watch, quel produit tech serait wearable selon toi? Oh, bah, je pense que l'implant cervical, là, on n'en est pas loin, hein. Non, je sais pas. Les lentilles, je pense qu'après, on aura peut-être des capteurs. Faut voir, faut voir, je sais pas. Là, à brûle pour point, j'ai pas vraiment réfléchi. Salut Jérôme, j'ai entendu dire que toutes les coques de fabricants tiers soi-disant compatibles avec MagSafe n'étaient pas forcément efficaces. Sais-tu quelque chose là-dessus? Il y a deux, comme d'habitude chez Apple, tu as le droit d'écrire MagSafe, mais tu as deux trucs. Et je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur les batteries. Tu peux être compatible MagSafe ou tu peux être fait pour MagSafe. Fait pour MagSafe, tu vas avoir les prérequis d'Apple en termes de force d'aimant qu'Apple demande. Les autres n'ont pas forcément à respecter tout le cahier des charges. Ce qui fait que, attention, ça ne veut pas dire forcément que c'est mauvais. Par exemple, ce qu'est en train de faire Peak Design avec ses futurs coques et son futur système, c'est un système qui sera compatible MagSafe, mais avec des aimants beaucoup plus forts que ceux d'Apple. Donc voilà, tout ce que je peux te dire là-dessus. Est-ce qu'on a un test de la nouvelle Apple Watch? Oui, probablement. Je reformule. Quelle coque tu me conseillerais pour un iPhone 13 Pro compatible MagSafe? Bah écoute, moi j'en ai une de ESR qui est sponsor de nos vidéos, de certaines de nos vidéos. Là j'ai une ESR sur mon iPhone 13 Pro, elle marche très bien en MagSafe, hein. Je te montre d'ailleurs, ça aussi, il faut que je vous en parlerai dans le Twitch achat. Ça c'est un truc, regardez, c'est magnétique. Hop, voilà. Donc tu vois, ça marche. Et pourtant, c'est que compatible MagSafe. Mais c'est un peu plus fort que du MagSafe et ça colle. Voilà. Yep. Merci Canal pour ton Prime. Mesdames et messieurs, je n'ai pas pu... je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Il est 37. Il faut que je continue à travailler sur d'autres contenus que le live. J'adorerais rester avec vous toute la journée. Bon, je pense que je serais mort au bout de... c'est tuant les lives. Mais j'ai toujours un énorme plaisir à commencer la journée avec vous, même si c'est fatigant, j'adore ça. Et je vous retrouverai d'ailleurs mercredi. Demain, c'est Marion qui fera le live, hein. Marion, vous savez, elle fait le mug, mais avec un petit peu plus de sauce streaming dedans, parce que généralement, mais c'est pas toujours une systématique. Elle m'a pas dit si demain elle allait parler de séries ou de musique streaming. Donc ça sera la surprise. Vous retrouverez Marion demain. Guillaume, lui, ça sera jeudi. Et moi, vous me retrouvez donc les lundis, les mercredis et les vendredis à ma place à 8h du matin pour vous accompagner dans votre matinée avec notre revue de presse technologique et nos échanges, ou pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas le message du jour. Combattez l'algorithme. Vous seul pouvez changer l'algorithme. C'est à vous de le changer par vos comportements. Donc battez-vous contre l'algorithme. Ne vous laissez pas engloutir par le kraken. On peut se battre contre le kraken, qui est l'algorithme général. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous et retrouvez Marion demain matin à 8h. On va bien évidemment raider quelqu'un.
Je regarde qui on va raider. Eh ben, Cabri DIY, petit raid chez Cabri DIY, ça se fera pendant le générique. Je lance le générique de fin. Et encore une fois, à demain. Ciao tout le monde.